Alors je vous propose dans cette vidéo de travailler sur l'analyse néoclassique du marché du travail, et en particulier sur l'analyse qui est faite des conséquences d'un salaire minimum. De manière générale, l'objectif de cette vidéo sera de savoir expliquer et discuter les effets possibles de l'introduction ou d'une hausse du salaire minimum sur le fonctionnement du marché du travail dans sa représentation néoclassique, ce qui suppose de se donner un sous-objectif, celui de savoir expliquer le fonctionnement du marché du travail pour les économistes néoclassiques. On utilisera notamment trois notions au programme qui sont celles de taux de salaire réel, de salaire minimum et de taux de chômage. Et on reviendra sur certaines notions vues en première et qui restent bien sûr toujours en vigueur dans la perspective du bac. Alors qu'est-ce qu'on entend par économiste néoclassique ? Ce sont principalement un groupe d'économistes qui écrivaient entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Et leur particularité, contrairement à leurs prédécesseurs, c'est qu'ils sont les premiers à faire un usage très important des mathématiques et des représentations graphiques. Donc en matière de marché du travail, la représentation graphique traditionnellement utilisée consiste à mettre en abscisse la quantité de travail exprimée en millions de travailleurs et en ordonner le taux de salaire réel, c'est-à-dire le pouvoir d'achat d'une heure de travail, ce que permet d'acheter en termes de biens et de services le salaire obtenu en une heure de travail. L'offre de travail est croissante. Elle provient des salariés. Plus le salaire réel est élevé, plus il est intéressant de travailler. On suppose ici, hypothèse fondamentale, que le facteur travail est homogène, c'est-à-dire que tous les travailleurs sont équivalents sur le plan des qualifications ou de l'expérience. La demande de travail est décroissante. Plus un travailleur coûte cher et moins il est intéressant de l'embaucher. Deuxième hypothèse fondamentale, l'information est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymétrie d'information, notamment entre l'employeur et le salarié. L'employeur connaît le degré de motivation, le degré de compétence et de qualification du salarié qu'il embauche ou qu'il aimerait embaucher. Donc on a une situation d'équilibre obtenue pour un taux de salaire réel de 5,56 € qui permet d'embaucher 28 millions de travailleurs, ce qui correspond approximativement à la population active française. Donc on imagine que pour des questions de justice sociale, pour des questions relatives à la baisse des inégalités entre salariés, on imagine que le gouvernement français décide d'instaurer un SMIC, c'est-à-dire un salaire minimum en dessous duquel un employeur ne peut pas payer un salarié. Donc en France, actuellement, au jour d'aujourd'hui, ce SMIC est 9,67 € de l'heure. La conséquence de ce SMIC, on le voit graphiquement, est que le nombre de demandeurs de travail diminue à 25 millions de travailleurs. Alors pourquoi ? Parce que maintenant, le SMIC est au-dessus du salaire d'équilibre et donc il est moins intéressant d'embaucher les travailleurs dont la productivité désormais a diminué. A l'inverse, l'offre de travail augmente puisqu'il est plus intéressant de travailler. Donc par soustraction, on obtient le nombre de chômeurs à peu près égal à 6 millions, ce qui correspond au nombre de chômeurs recensés par Pôle emploi aujourd'hui en France. Le chômage est une situation de rationnement de l'offre. Alors ce modèle, par définition, qui est extrêmement simplificateur, on peut s'interroger dans quelle mesure est-ce qu'il nous permet de comprendre la réalité du chômage en France ou dans les autres pays. Alors pour ça, on va partir de l'évolution comparée du SMIC et du taux de chômage en France. On voit que depuis 1984, le SMIC a progressé de manière continue. Donc il a augmenté de 159%, il a été multiplié par plus de 2,5 sur l'ensemble de la période. Et dans le même temps, le taux de chômage a augmenté de 26%. Donc a priori, l'analyse néoclassique est confirmée. On voit bien que la hausse du SMIC se traduit par une hausse du taux de chômage. Néanmoins, on voit bien qu'il y a plusieurs périodes au cours desquelles le taux de chômage a diminué alors que le SMIC continuait d'augmenter. Ce qui suppose donc que l'analyse néoclassique ne suffit pas à épuiser les explications du chômage. Essayons d'aller plus loin en comparant les situations du point de vue du chômage et du salaire minimum dans l'ensemble des pays qui composent l'Union européenne. Donc d'après les données Eurostat, on voit par exemple que à Malte, le salaire minimum rapporté au PIB du pays est 37% plus faible que le salaire minimum français. En termes de taux de chômage, la Bulgarie
avait entre 2014 et 2015 un taux de chômage 11% plus élevé que la France. Alors si on classe nos différents pays selon qu'ils ont ou pas un salaire minimum ou selon qu'ils ont ou pas un taux de chômage plus élevé que la France, on va constater une assez grande diversité de situations. Et au finalement, seuls 17 pays sur 28, c'est-à-dire 60% environ, eh bien, confirment l'analyse néoclassique du marché du travail, tandis que les autres, donc 11 pays, infirment le modèle néoclassique. Donc on a 60% des pays de l'Union européenne dans lesquels il n'y a pas de SMIC, ou bien où le SMIC est plus faible qu'en France, et en même temps où il y a moins de chômage. Donc l'analyse néoclassique n'est que très partiellement confirmée, et sans doute faut-il chercher d'autres explications au chômage que le simple montant du SMIC. Alors pour comprendre ça, on peut partir d'une représentation de la productivité du travail horaire. On imagine que la productivité augmente dans un premier temps, puis diminue sous l'effet des rendements décroissants. En République tchèque, par exemple, on sait que le salaire minimum est égal à environ 331 € par mois, avec une productivité horaire de 36 € de l'heure. Donc on peut tout à fait imaginer qu'en augmentant le SMIC en République tchèque, cela n'entraînera pas d'augmentation du chômage. Les entreprises tchèques pourront adapter l'organisation de leur travail, pourront adapter l'utilisation du capital et des travailleurs de manière à augmenter la productivité des travailleurs qu'il faudra désormais payer plus cher. A l'inverse, en France, le SMIC y est beaucoup plus élevé, mais la productivité horaire est également beaucoup plus élevée. Néanmoins, si on augmente le SMIC en France, on peut tout à fait imaginer que le chômage risque d'augmenter. En effet, il devient désormais très difficile en France de réorganiser les entreprises de manière à compenser la hausse du SMIC par des gains de productivité liés à un travail plus efficace. On voit donc au final que les effets du SMIC sur le chômage existent, mais il existe d'autres éléments. Tout dépend en réalité de la capacité du pays à s'organiser pour répondre à la hausse du salaire minimum.